Voilà. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Comme je disais, je représente ici le Centre de développement de l'OCDE, qui est une organisation assez particulière parce que nous regroupons à la fois des pays de l'OCDE et des pays qui ne font pas partie. Et pour nous, le sujet de l'urbanisation et des liens ruraux urbains est une question centrale parce que nous pensons que c'est un sujet clé pour faire avancer la transformation structurelle dans beaucoup de pays en développement pour atteindre les objectifs de développement durable. Du coup, la question que vous posez, Patrice, est-ce que les villes ont un rôle à jouer dans le développement durable? La réponse est certainement oui. Mais pour répondre de façon plus précise à cette question, il faut regarder de manière plus granulaire, plus précise, les différents contextes dans les différentes régions en développement et aussi prendre en considération certaines spécificités. Et dans mon intervention aujourd'hui, je me concentrerai en particulier sur les cas du continent africain et sur une réalité, celle des petites et moyennes villes, ce qu'on appelle aussi villes intermédiaires, qui représentent d'un côté la partie la plus dynamique dans les processus d'urbanisation, mais aussi les maillons faibles, parce que c'est souvent des villes qui sont confrontées à des énormes défis sans avoir les ressources pour y faire face, ressources financières, mais aussi ressources de représentation, ressources politiques, et un autre reste limité. Et ça, c'est un peu à l'encontre de ce que nous avons observé dans d'autres régions du monde. Le troisième message, c'est qu'en même temps, même si les villes africaines n'ont pas expérimenté un fort processus d'industrialisation, elles subissent néanmoins les conséquences négatives de la pollution. Si vous regardez les chiffres, le nombre de décès prématurés dus à la pollution de l'air en extérieur a augmenté de presque 75% entre 1990 et 2013. Et si vous regardez au coût de la pollution d'intérieur et d'extérieur due à la mauvaise qualité de l'air, en Afrique, ça coûte un tiers du PIB continental. L'Afrique perd un tiers de son PIB à cause de ces décès et à cause du coût de santé et d'autres coûts liés à la pollution. On a ici un paradoxe, très forte urbanisation, pas de création d'emplois, pas d'industrialisation, et en même temps, sans avoir les industries polluantes, on a une qualité de l'air qui est très mauvaise et qui entraîne des coûts humains et économiques très importants. Donc, la réponse est qu'il faut repenser les modèles d'urbanisation. C'est souvent des villes en Afrique qui ont une faible densité, qui s'élargissent sur le territoire, mais qui ont une faible densité. Ça a des implications sur la planification urbaine, sur le traitement des eaux, sur la fourniture d'électricité et d'autres services. Et le quatrième message spécifique au phénomène de l'urbanisation africaine est la partie très importante que les villes intermédiaires, des villes de moins de 500 000 habitants, ont dans les continents et dans les processus. C'est des villes qui, potentiellement, pourraient répondre à beaucoup de questions sur la lutte contre la pauvreté, la création d'emplois. C'est des villes qui sont extrêmement exposées aux phénomènes, aux aléas du climat et de l'environnement. Souvent, c'est des villes qui sont en zone côtière ou dans des zones de sécheresse, et qui n'ont pas les ressources pour y faire face. Et ça, c'est un peu le message sur lequel je vais terminer ma première intervention. J'espère que j'aurai la possibilité de revenir plus tard dans les débats. C'est-à-dire, une politique du développement durable aujourd'hui en Afrique doit prêter beaucoup plus d'attention à la capacité de ces villes intermédiaires de fournir des services, notamment à ces périodes où on répond à une pandémie et à une crise et où les autorités locales ont un rôle très important à jouer, mais ne sont pas équipées avec ces ressources. Je vous laisse avec un exemple concret. Nous avons discuté récemment avec les maires de Chefchaouen au Maroc et de Kélimane au Mozambique. Et les maires de Kélimane nous disaient, moi j'ai très peu de ressources. J'ai dû faire face à la pandémie et à la crise. J'ai dû déplacer les peu de ressources que j'avais pour faire face à ça, acheter des équipements protectifs, des masques, faire face aux coûts pour les familles, pour les entreprises. Et ça m'a privé de très peu de ressources que j'avais pour faire face aux défis de développement et aux défis du changement climatique, répondre aux inondations, etc., etc. Ça, c'est le message avec lequel je vais terminer. Investissons davantage dans les capacités des villes intermédiaires à être des moteurs de transformation économique durable. Merci beaucoup. Merci beaucoup Federico. On va maintenant donner la parole pour avoir l'angle de Guillaume.
qui va plutôt orienter ces quelques 10 minutes consacrées à plutôt la question dite de l'information et la façon dont elle influe sur la gestion des villes. Guillaume. Oui, merci. D'abord, c'est vrai que chercher à construire des villes intelligentes, c'est un objectif qui me paraît assez raisonnable, hein. Le contraire aurait été étonnant, mais quand même très ambitieux, parce qu'on cherche depuis bientôt 5000 ans. Ça peut être quoi cette intelligence de la ville, qu'on peut appeler d'ailleurs ville durable? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande différence entre une ville durable et une ville intelligente. À mon sens, c'est savoir aménager son territoire, vraiment l'adapter à son environnement physique, mais aussi économique, etc. Gérer les questions d'approvisionnement. C'est anticiper les guerres, le changement climatique, les risques. Et c'est optimiser ses ressources, évidemment, optimiser toujours l'espace, l'argent, l'eau, etc. Donc finalement, cette intelligence des villes, c'est pas très différent de notre intelligence à nous, c'est la capacité de s'adapter. Et pour ça, il faut connaître, comprendre, apprendre. C'est les trois choses indispensables. Et agir. Et on y reviendra. Si on sait mais qu'on n'arrive pas à agir, la connaissance, ça n'a pas grand intérêt. Donc finalement, une ville peut être qualifiée d'intelligente lorsqu'elle s'adapte sans cesse à ses contraintes et à son environnement, dans l'objectif d'améliorer les conditions de vie de ses habitants. C'est une vieille affaire, cette affaire de ville intelligente. Est-ce que quelqu'un a vu une ville plus intelligente que Venise, par exemple? Je ne suis pas sûr. Ou que Rome, il y a 2000 ans, etc. Et d'ailleurs, la ville et l'invention de la ville est Petit problème de liaison, Guillaume, on vous voit un peu en haché. Bien quand même que ville et information, ville et intelligence. Ah, décidément. C'est revenu ou... Très clair. Allô, allô? Nous, on t'entend très bien, Guillaume. Ouais, moi, je n'ai pas dessus. Alors, bon, alors je continue alors. Oui, on va peut-être apparemment, reprendre, tout le monde dit ce que tu disais il y a 2 minutes. Ah, mais bon, tout le monde dit on entend très bien, mais bon, je continue. C'est une vieille affaire, donc, comme je disais, mais c'est parce que c'est une vieille affaire que cette question de la Smart City, et je ferai une toute petite différence sémantique entre Smart City et ville intelligente. Pour moi, c'est la Smart City telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est l'utilisation de la technologie innovante, le numérique, le digital, etc. Et oui, on peut se la poser. Pour une raison simple, c'est que des technologies ont changé dans le passé profondément la ville, donc il est normal qu'on s'interroge sur comment nos technologies actuelles vont transformer la ville. La voiture, le train, l'électricité a changé profondément la manière dont les villes sont gérées, dont les villes sont organisées. Dans la ville, Dubaï n'existerait pas sans les ascenseurs, par exemple. Et le numérique, l'arrivée des ordinateurs, etc., change les choses. Mais néanmoins, elles ont changé, ou elles ont permis une amélioration de la gestion des villes, mais en même temps, ça reste des villes qui sont confrontées à peu près toujours aux mêmes défis. Les champs d'application de ces technologies numériques actuelles sont multiples. On connaît la vidéosurveillance, la gestion des déchets, les objets connectés, les relations avec l'administration, etc., etc. Ça veut dire qu'en fait, on peut se poser la question, est-ce qu'il suffirait de mettre des capteurs partout, de gérer des milliards de données, de traiter ces milliards de données pour que tout aille mieux? J'ai peur qu'il soit évident qu'on se dise que ce n'est pas la ville qui a la plus grosse puissance de calcul qui est la plus intelligente, loin de là. D'autant plus que ces milliards de données, ces capteurs, etc., ils ont un impact environnemental qui devient de moins en moins négligeable et qui risque d'être, dans un avenir assez proche, en fait, extrêmement pesant en termes d'émissions de carbone, de consommation énergétique, etc. Donc, ce n'est pas que la force de calcul et la capacité à intégrer de la technologie qui va faire une smart city. Ce n'est pas la technologie, évidemment, qui génère l'intelligence. Moi, j'utilise mon ordinateur pour faire des choses intelligentes, enfin, je crois, mais aussi pour jouer à Candy Crush. Donc, voilà, et c'est le même outil. Et j'y passe, j'espère, un peu plus de temps sur les autres choses. Mais, c'est l'utilisation de cette technologie qui est importante. C'est essayer d'évaluer le service que rend cette technologie
et qui permet à cette ville, à cette société, au territoire de s'adapter, d'anticiper, d'optimiser. Et si la ville ne dispose pas des moyens de traiter l'information, si on a des milliards de données, c'est bien, mais si on n'est pas capable de garder les informations qui sont importantes, ça n'a pas grand intérêt. Il faut aussi que cette ville ne soit pas dépendante des fournisseurs. On peut mettre en place un réseau extrêmement complexe d'objets connectés à travers de la ville, mais si finalement les services de la ville n'ont pas les moyens de comprendre eux-mêmes comment sont faits les calculs, comment sont faits les algorithmes, quelles sont les informations qui remontent, ils vont être complètement dépendants du fournisseur et c'est la porte ouverte à peu près n'importe quoi. Si on met un réseau de capteurs, par exemple, sur la pollution, c'est extrêmement intéressant, c'est particulièrement utile. Encore faut-il que la ville ait les moyens de prendre des décisions ensuite sur la circulation alternée, sur l'interdiction d'un type de véhicule ou d'un autre, etc. Ce qui me semble important, c'est de surtout pas balayer cette question technologique, parce qu'elle me paraît être fondamentale, et dans les entreprises, ça a changé grandement les choses, donc il serait logique aussi que dans la ville, ces technologies puissent changer les choses, mais toujours les voir au prisme de quelle est l'ambition locale, quelles sont les contraintes, quelles sont les capacités de l'administration qui gère les villes, particulièrement dans les villes du Sud. On peut penser aux villes en Afrique, mais en Asie ou au Proche-Orient, on a les mêmes questions. C'est pas la technologie qui va générer la ville durable ou qui va générer la ville intelligente. C'est le contraire. C'est parce que cette ville sait où elle va, que des décisions sont prises, qu'on a une bonne conscience du diagnostic, des enjeux, des contraintes, qu'à ce moment-là, on peut choisir la bonne technologie qui permettra d'améliorer les choses. Je voulais vous montrer un petit schéma, je ne sais absolument pas comment partager l'écran, mais c'est très simple en fait. Cette ville technologique, cette smart city, finalement, si on met sur un axe la question de la technologie et sur l'autre axe l'impact, on va voir en haut à droite la ville intelligente qui est à la fois qui utilise de la technologie et qui a un fort impact. On va voir en bas à droite la ville ingénieuse, c'est-à-dire une ville qui finalement, sans utiliser beaucoup de technologie, arrive à générer un fort impact. On va voir en haut à gauche donc une ville très technologique, mais qui a peu d'impact, c'est la ville marketing. Et puis, on va avoir en bas à gauche, bon, on va dire la ville en crise, ça veut dire la ville qui à la fois utilise très peu de technologie et en même temps a très peu d'impact. Et finalement, tout l'enjeu, c'est d'essayer de tendre vers la droite, que ce soit avec ou sans technologie, d'essayer d'éviter de se retrouver dans une ville en crise ou une ville marketing. Voilà. Merci, merci Guillaume. Je vais passer la parole à Marie-Laure Mazot. Marie-Laure, vous allez nous aborder la question sur un petit peu différent, d'abord avec des exemples très pratiques liés à votre expérience sur la déclinaison aménagement urbain, système de transport, traitement des eaux, et puis un petit peu plus globalement, je dirais, le sujet de la logistique industrielle, qui est quelque chose sur lequel vous intervenez, vous avez beaucoup observé, sur lequel vous intervenez dans de nombreux pays. Marie-Laure. Oui, alors j'étais très mal entendu, mais je vais reprendre et reformuler. Donc, effectivement, nous, on s'est posé la question face à la ville durable. Pourquoi la ville durable et comment, nous, en tant que fonds, on allait pouvoir s'y insérer. D'abord, il y a un sujet de croissance. D'ici à 2050, il y a une croissance de la population de la population urbaine de 90%, qui met donc les villes des pays d'intervention de STOA sous forte pression. Dans la zone, on a évalué qu'il y aurait une population urbaine qui augmenterait de plus de 820 millions d'habitants d'ici 2035. Donc, c'est l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine, et qui avait des enjeux effectivement de durabilité en raison de l'impact de ces villes sur l'environnement, à la fois parce que ça occupe que 3% de la surface terrestre, que ça génère 80% du PIB mondial, que ça consomme entre 60 et 80% de l'énergie mondiale et que ça produit 75% des émissions de CO2. Et qu'il y a derrière de plus en plus de sujets de résilience et de durabilité de ces villes, puisque, je dirais, en 2016, on notait qu'il y avait 90% des urbains qui respiraient un air insalubre et un urbain sur 5 qui était exposé au risque d'inondation, avec le risque que 6% des villes soient complètement inondées.
Et qui plus est, on voit par ailleurs, et c'est pour rebondir sur les aspects de Guillaume, une croissance aussi des villes de taille moyenne. En 2030, les villes de taille moyenne depuis de 500 000 habitants en Afrique représenteront 35% de la population contre 20% en 2018. En Amérique latine, elles vont représenter plus de 41% des besoins en investissement. Et en Asie, où on parle plutôt de villes de supérieures à 1 million d'habitants, ça représente une population de 30% de la population urbaine aujourd'hui et 70% des villes. Donc, c'est quand même des enjeux très significatifs. Donc, on s'est posé la question, nous, de savoir qu'est-ce qu'on entendait par notre intervention et l'intérêt d'intervenir sur ce sujet-là, à la fois parce qu'on se rend compte qu'il y a finalement peu de fonds d'infrastructures classiques qui sont impliqués sur ces sujets, dans la mesure où c'est des projets urbains qui sont complexes, qu'il y a une faible offre de projets bancables développés notamment en partenariat public-privé, et qu'on a la volonté d'aller sur d'autres secteurs par rapport à nos secteurs clés et plus classiques que sont la production d'énergie, les transports classiques et les télécommunications, vers des sujets plus environnementaux et services sociaux. Il se trouve aussi qu'on a deux actionnaires pour qui la ville urbaine est un sujet important. Je donne juste quelques chiffres. Côté AFD, l'engagement ville durable entre 2015 et 2016 et 2019, c'était 4,7 milliards, 150 projets au total couverts. 3 objectifs clés: améliorer la qualité de vie des citadins, promouvoir le développement urbain durable et renforcer les acteurs locaux en charge des villes. Et la Caisse des dépôts, c'était pour la ville de demain une enveloppe de 665 millions d'euros. Je pense que ça va continuer à s'accroître largement, avec 3 axes prioritaires qui étaient l'organisation urbaine, le transport, la mobilité, les énergies et les ressources. Alors, attendez, je vais remettre la lumière, je suis désolée. Donc, dans ce contexte-là, comment est-ce que nous, on peut intervenir? On peut donc intervenir directement sur un certain nombre de secteurs d'activité et sur des projets qui sont de taille critique. Et on peut aussi essayer de se positionner dans le cycle des développements relativement tôt pour faire émerger des projets innovants, dans la mesure où on a une poche de développement pour ce faire. En répondant à 3 critères qui sont nos critères d'impact et qui sont importants à mettre en œuvre, qui est d'abord développer une infrastructure accessible, donc améliorer la capacité d'accueil des villes, fonctionnelle, c'est-à-dire la résilience et la vulnérabilité au changement et notamment au changement climatique, et puis la sobriété en termes de consommation, donc ce qu'on appelle la propreté et l'efficacité des projets. Et dans ces domaines, sur ces sujets-là, donc on a décidé de prioriser quelques secteurs clés, et je vais pouvoir essayer de les illustrer. D'abord, le secteur de l'environnement, qui reste aujourd'hui quand même le parent pauvre de ce sujet-là, mais on voit depuis le début de cette année, de manière intéressante, de nouveaux projets, je dirais, émerger, de traitement des eaux, de production d'eau potable et de production durable d'eau potable, et également de waste to energy. Donc, et on a la chance d'avoir des acteurs, notamment français, qui sont présents sur le secteur. Il y a aussi des Espagnols et des Brésiliens. C'est des sujets qui ressortent essentiellement en Amérique latine aujourd'hui et sur MENA, donc plutôt sur le continent africain, plutôt vers je dirais quand même le Proche-Orient que l'Afrique subsaharienne en tant que telle. Mais c'est véritablement des sujets qu'on souhaite porter, avec des tailles de projets selon le cas, qui peuvent être raisonnables, à taille humaine, entre 50 et 300 millions d'euros, mais il y a parfois des très très une année où effectivement on pourra investir dans le secteur de l'environnement. L'autre domaine sur lequel on s'est positionné, c'est tout ce qui était transport urbain. Et il se trouve qu'on a signé un premier dossier de transport urbain le 30 décembre
de l'année dernière en rentrant en tant que premier investisseur financier dans le métro de la ligne 6 de São Paulo, qui a été repris, dont la concession a été reprise par Acciona. C'est 15 km de métro souterrain, c'est 15 stations, 15 puits qui vont être forés. Ça s'appelle Linha Universitas, enfin, ça relie vraiment, vrai, il y a une connectivité avec le reste du réseau qui est très important. C'est un métro automatique qui sera composé de 22 trains de 6 voitures voilà, par train et une emprise sur 430 km². Donc, avec véritablement une cohérence avec les objectifs d'ODD qui sont le plein emploi productif. Hein. Il y aura 9000 emplois créés en phase de construction, 600 dans la SPV dans laquelle on est actionnaire, et puis 1000 emplois directs en période d'exploitation, dont une très grosse partie, les 3/4 dans la société projet. C'est une infrastructure effectivement fiable et à coût abordable, parce que le prix du ticket, il est de 48 cents euros, 2,7 BRL. On compte transporter 600 000 passagers par jour, avec une capacité en pointe de 30 000 passagers en heure de pointe, et avec l'idée effectivement d'économiser l'émission de 100 kilotonnes équivalent CO2 par an, en tenant compte bien évidemment pour mesurer cette ODD 13 de la phase de construction. Donc voilà un exemple dans le transport urbain sur ce que l'on peut, je dirais, faire et développer. Le dernier secteur dans lequel on est et que je vais aussi illustrer, parce que je pense qu'il est intéressant, et celui-là, il est en Afrique, on l'a aussi signé en décembre, c'est tout ce qui est énergie distribuée. Donc, dans ce schéma, on passe d'un schéma traditionnel où on avait de la production d'énergie conventionnelle thermique ou renouvelable à grande échelle avec des sujets de stockage vers une génération qui est plus distribuée au niveau des utilisateurs finaux, commerciaux et industriels, dans l'optique à la fois de pouvoir acheminer de l'énergie et sécuriser la fourniture d'énergie auprès de producteurs et effectivement de gérer, enfin, que ce soit de l'autoconsommation, l'excès pouvant être vendu aux distributeurs locaux, voilà, également. Donc, on est rentré dans ce cadre dans un projet qui s'appelle Destar au Nigeria, vraiment un pays qui a des problématiques de génération d'énergie et de distribution d'énergie. Et on est en train aussi de finaliser une opération en Asie du Sud-Est dans ce domaine-là. On pense que c'est la génération distribuée, on pense qu'elle va représenter, selon les zones géographiques et les pays, entre 10 et 50% de la production d'ici 2050. Et notamment tout ce qui est ce qu'on appelle PV solaire CNI va passer. Enfin, la croissance, elle est en gros de 15 à 17% par an de croissance sur ce secteur-là en termes de capacité, puisqu'on va passer de 150 gigawatts en 2018 à pas loin de 375 en 2024. Donc voilà, c'est une autre illustration de la manière dont nous, on pense intervenir sur ces sujets-là, et il y en a d'autres potentiellement. Clairement, l'Europe et l'Asie est beaucoup plus avancée dans ce domaine-là parce qu'il y a l'industrialisation qui favorise le développement de cette génération distribuée. Sur l'Afrique, on a identifié un certain nombre de pays qui voilà, semblaient tout à fait porteurs dans ce domaine-là parce qu'ils ont des problèmes de transmission ou parce que leur secteur public n'est pas réformé. Vous avez notamment le Nigeria, voilà, la RDC également, le Kenya aussi en fait partie. Voilà, c'est des pays qui ont voilà, vraiment ces besoins et qui peuvent présenter une attractivité dans ce domaine-là. Voilà un petit peu pour comment je voulais, je dirais, illustrer notre implication
dans ce domaine-là, et surtout la manière dont on peut l'illustrer concrètement, parce que ce n'est pas toujours facile derrière un mot qui est assez générique de mettre finalement des actions relativement concrètes. Après, il y a d'autres secteurs comme la fibre, hein. On est présent dans la fibre aussi, et on a confirmé notre investissement dans la fibre en Afrique du Sud sur Metro Fiber Network, et on a fait rentrer un autre fonds qui s'appelle la deuxième à nos côtés pour poursuivre le développement. Et puis, il y a tout ce qui est également développement du système de santé, mais plutôt d'origine privée aujourd'hui sur le continent africain, sur lesquels on voit à nouveau émerger des projets pour finalement fournir du service, du bien-être et de la compétence dans les pays eux-mêmes et dans ces grandes mégalopoles et villes moyennes. Voilà. Merci beaucoup Marie-Laure pour cette illustration en fait des actions du fonds d'investissement qui a connu une croissance absolument considérable. Stoa a connu une croissance très forte depuis sa création. C'est pas un fonds qui est très, je dirais, qui est très ancien, mais qui est extrêmement dynamique. J'ai une première question là que je vais poser à Federico. C'est notre ami Xavier Joseph qui pose cette question sur, et je vais le citer donc, la cohabitation de l'intelligence et de la durabilité nécessite une gouvernance de temps long. Et Dieu sait qu'effectivement, c'est le sujet des villes. Et donc, dès lors, comment imaginer que cette gouvernance puisse s'exercer et comment l'exercer réellement lorsque les villes sont gouvernées au rythme d'élections qui sont avec des cycles qui sont très courts? Alors, Federico, quel est un peu votre point de vue sur cette question, vous qui observez, disons, nombre de politiques publiques? Merci. Je pense que c'est tout à fait approprié de parler de gouvernance et de regarder à la gouvernance d'une façon multiniveau. Il ne faut pas se limiter à regarder à la gouvernance de la ville, qui bien sûr répond à des cycles électoraux, chose qui est tout à fait normale. On est renvoyé si on gouverne mal, on est confirmé si on gouverne bien. Tout le cycle politique est aussi quelque chose d'important. Mais je pense que c'est important de regarder à la gouvernance multiniveau. De quelle manière les villes, surtout les plus petites, sont prises en considération dans la stratégie nationale de politique publique, qui puisse être d'infrastructure ou d'accès à l'énergie ou à des distributions de ressources, et dans la comment on peut dire ça, dans la représentativité politique. Je vais vous parler de l'exemple de ces villes, par exemple au Mozambique, la ville de Quelimane, où le maire nous racontait que lui, il pourrait faire des choses très simples pour faire face au risque d'inondation. Mais au-delà de ne pas avoir les ressources financières, qu'il pourrait peut-être même trouver, il n'a pas la possibilité juridique de le faire. Il y a des contraintes législatives qui lui empêchent de prendre des actions pour faire face à un défi dont lui, il est confronté, ses citoyens sont confrontés, et pas forcément les citoyens de la capitale. Ça, je pense que c'est un exemple comme Hirschman disait, c'est une question de manque de voix. On n'a pas de voix pour se faire entendre. Et ça nous amène à la nécessité de repenser un peu les rôles des autorités locales. Et laissez-moi rebondir sur une question en écoutant Guillaume et Marie-Laure. C'est très important ce que nous avons écouté, les rôles des nouvelles technologies, les investissements dans la fibre, dans les technologies. Et dans les cas spécifiques de pays africains, il ne faut pas oublier que d'ici 2040, il y aura une énorme partie de la population, 74-75%, qui continuera à vivre dans des zones rurales et dans des petites villes. Et c'est plus facile pour les partenaires publics ou privés à l'international de travailler dans les grandes villes, avec les grandes villes, que de travailler avec les petites villes. Il y a un exemple dont on a souvent parlé du monsieur qui recherche ses clés là où il y a les poteaux avec la lumière, même s'il les a perdus 20 mètres à l'arrière, et quand on lui demande « mais pourquoi vous les cherchez ici ?» il dit « parce que c'est ici où il y a la lumière. » « Oui, mais vos clés sont là derrière. » « Oui, mais là derrière, il n'y a pas la lumière, je ne les trouve pas. » Alors, souvent, les villes intermédiaires passent un peu à la trappe parce que ce n'est pas évident de travailler avec ces villes parce qu'elles sont confrontées avec des défis, des capacités et des ressources. Des défis de données, comme on disait tout à l'heure, Guillaume aussi. On n'a pas forcément une grande connaissance du cadastre, de combien de revenus sont récoltés. On a des données très limitées sur les revenus qui sont générés au niveau local. On ne connaît pas très bien la structure de la propriété terrière.
Et on ne connaît pas vraiment grand-chose sur la dynamique de la production. On vient de publier la semaine dernière notre étude phare sur l'Afrique, qu'on produit avec l'Union africaine, qui s'appelle Dynamique de développement en Afrique, et qui regarde justement la question de la transformation digitale pour la création de l'emploi, des emplois de qualité. Et quand on regarde à l'Afrique dans son ensemble, il y a un tissu de start-up très dynamique, mais qui sont concentrés en 5 villes. Il y a 5 villes qui représentent plus de la moitié des start-up dynamiques du continent. Quand vous regardez l'accès à l'Internet, il y a un nombre très faible, je crois que les données, je l'ai là devant, il y a 17% de la population africaine qui peut se permettre de payer 1 gigabyte d'accès de données. En Amérique latine, c'est 37%, en Asie, c'est 47%. Vous avez que 17% de la population qui peut se permettre d'acheter 1 gigabyte de bande passante d'Internet. Il y a 47% de la population urbaine qui a accès à Internet, 26% en zone rurale et villes petites et moyennes. Alors, si vous regardez à la tendance, on sait que la population va continuer à rester dans certaines zones qui n'ont pas d'accès. Et je pense que ça, c'est important pour les investisseurs, pour faire un effort additionnel, d'aller mettre les ressources là où elles auront le plus haut taux de rendement de durabilité, je dirais. Pas forcément un taux de retour immédiat sur l'investissement. C'est plus difficile de travailler en ces zones-là, mais dans le long terme, et je reviens à la question, la gouvernance de long terme, c'est là où il faudrait vraiment investir, parce que c'est là où il y aura les rendements de développement durable plus importants. Et alors, vous diriez selon vous, que pour rebondir sur ce que vous venez de citer, j'aurais ensuite une question pour Guillaume, mais en quelques mots, est-ce que vous allez classer dans vos prospectives l'accès à Internet comme étant un service essentiel? Ça, c'est un débat qui a des implications très larges. C'est clair que quand vous regardez aujourd'hui à la façon dont les entreprises, les foyers ont fait face à la pandémie, on a pu continuer à travailler, comme en ce moment, grâce à l'accès à Internet. Quand vous regardez l'impact que ça a eu sur les écoles, sur les étudiants, je n'ai pas forcément les données précises sur l'Afrique, mais je peux parler de l'Amérique latine. Et il y a 154 millions d'étudiants qui ont été affectés par la fermeture d'écoles. En Amérique latine, la plupart des pays ont expérimenté une fermeture d'école entre 30 et 40 semaines en 2020. Il y a 154 millions d'étudiants qui ont été affectés. Quand vous regardez à la capacité de ces étudiants de se connecter, d'avoir un ordinateur connecté à la maison, il y en a très peu. Je crois que c'est grosso modo 40%. Et si vous regardez un peu plus en profondeur, les enfants de foyers défavorisés, il n'y en a que 14% qui ont accès à Internet. Alors, si nous pensons que fournir de l'éducation à distance, de la santé à distance, des services publics à distance fait partie des devoirs du gouvernement, du pacte social, du contrat social, on peut effectivement regarder l'accès à l'Internet comme un droit. Mais non, est-ce que ça veut dire qu'il faut obliger les fournisseurs d'Internet à les fournir à un certain prix fixé ou il faut mettre des obligations? Ça, c'est un débat très compliqué. Mais je pense que d'abord, il faut que les États mettent en place les conditions pour que l'investissement ait lieu. Et après, on peut aussi imaginer des subsides ou un déroulement progressif de ce type de services. Mais je pense que la question est bien posée. Ça fait partie des droits. Après, quelles sont les implications en termes de politique publique et quelles sont les responsabilités pour les providers, les fournisseurs? Ça, c'est une question qu'on doit regarder d'une façon participative. On ne peut pas prendre une décision et l'imposer. Il faut consulter avec les différents acteurs. Merci Federico. Alors là, j'ai une question, je pense pour Guillaume, sur la data. Donc, comment est-ce qu'on peut créer de la data et la rendre accessible afin de rendre une ville réellement connectée, notamment dans des régions qui sont des régions d'ailleurs ou des villes qui sont en crise. Et spécifiquement, je vous pose cette question, Guillaume, parce que je sais que vous avez cette expérience et vous continuez à sillonner le globe aujourd'hui sur des villes qui sont vraiment en grande difficulté. Oui, alors la data, c'est pas, enfin, créer de la data, c'est pas ce qui est le plus compliqué. Enfin, c'est pas plus compliqué, ça demande un peu de temps, un tout petit peu d'investissement. Mais de la data, il y en a partout. J'ouvre Google Earth ou OpenStreetMap et j'ai déjà de la data. C'est-à-dire que maintenant, on a des photos aériennes
qui ont tout au plus 1 an ou 2, ce qui est déjà extraordinaire, en général de très bonne précision. Il y a des logiciels libres partout, libres ou payants, il y a plein de systèmes. Donc, ça ne devrait pas être un problème, finalement. Je veux dire, si demain j'ai envie de faire le plan de n'importe quelle ville, je reviens sur ce que disait Federico, de ville secondaire de 100 000 habitants au Mali ou en Éthiopie, honnêtement, en 1 semaine, c'est fait. On peut trouver de la donnée. Pourquoi ça ne se fait pas? Parce qu'en face, il n'y a pas d'administration. Finalement, il n'y a personne pour faire ce travail-là. Parce qu'en France ou en Italie ou en Pologne, il y a quelqu'un qui est payé pour faire ça et ça s'appelle un fonctionnaire ou quelqu'un d'une entreprise privée, mais qui est payé finalement, qui a une délégation de service public, voilà, ou que sais-je. En tout cas, c'est la puissance publique qui le paye pour faire ce travail-là. Aujourd'hui, il n'y a personne. Si je vais au Mali, dans une ville de 100 000 habitants, il n'y a personne qui a comme travail de collecter de la donnée. Je parle de la donnée de base, hein, population, infrastructure, école, risque, etc. Et on en revient à la même question, la question précédente, hein, celle du temps. Et alors notamment pour les petites villes, mais finalement, il y a un paradoxe. On ne va pas assez vite, c'est-à-dire tout prend du temps, et en même temps, on travaille sur le court terme. Parfois, on se dit qu'il faudrait mieux aller un peu plus vite sur le long terme, parce que finalement, cette question de la data, si on veut payer quelqu'un pour collecter de la data et de la gérer, il faut des impôts. Pour des impôts, il faut un cadastre. Je caricature comme ça. Or, aujourd'hui, il n'y a personne qui est capable de mettre de l'argent, un peu d'argent, et pendant très longtemps, pour remettre en place un système de gestion foncière, on va dire un cadastre dans une ville de 100 000 habitants aujourd'hui en Afrique, par exemple, il faut compter, à mon avis, il faut 10 ans. C'est pas non plus le bout du monde, hein. On a mis quasiment un siècle en France pour le faire. Donc, voilà, mais je pense qu'en 10 ans, on peut raisonnablement faire quelque chose. Mais il faut payer des gens pour le faire. Il faut payer des fonctionnaires, il faut payer des gens à long terme pour enclencher la machine et pour ensuite aller récupérer de la fiscalité qui servira à payer ces mêmes fonctionnaires pour générer de la data. Voilà. Là, de nouveau, dans des questions à la fois de priorisation et de gouvernance. Oui, pour moi, l'intelligence d'une ville, ce qui est intelligent, c'est la manière dont elle est gouvernée. C'est pas la ville elle-même. La ville, c'est un bout d'espace, c'est un bout de territoire. C'est ni intelligent ni bête. Donc c'est le gouvernement de la ville qui est intelligent. Et le gouvernement, c'est pas simplement la vision d'un élu ou d'une élue. C'est l'administration qui doit avoir les moyens d'être intelligent, ou bête d'ailleurs, mais au moins qu'elle ait les moyens de prendre des décisions. Et toute la question, c'est quand est-ce qu'on mettra en haut de la liste des priorités une autonomie financière des villes. Voilà. Et ça, depuis toujours, moi, je ne connais aucun exemple dans le monde et dans l'histoire de villes qui ont été autonomes sans collecter elles-mêmes les revenus de leur territoire. Voilà. On peut maintenir une ville sous perfusion, mais pas pendant des siècles. Donc, il y a un moment ou un autre où l'autonomie financière de ces villes, c'est-à-dire leur capacité à collecter l'impôt, basée notamment sur les questions foncières et sur la production, comme disait Federico, taxe foncière, taxe à la patente, pour être simpliste, ça devrait être ça. Mais ça nécessite du temps, pas forcément beaucoup d'argent, mais beaucoup de temps. Voilà. Merci. Je vais poser justement, vous avez abordé la question financière qui me semble importante. Alors, cette question est plutôt pour, je pense, Marie-Laure. Comment est-ce qu'on peut essayer, du point de vue financier, de s'assurer de la viabilité des projets qui sont lancés, portés, exécutés? Non, il faut remettez votre micro, Marie-Laure, on ne vous entend pas. Voilà. Là, vous m'entendez, c'est mieux. Je pense que c'est une question qui est multiforme, mais clairement, quand on regarde ce type de projet-là, on a toujours des projets qui ont besoin de contributions financières venant des collectivités ou de l'État pour assurer le petit, voire le grand équilibre des projets. Donc, effectivement, quand vous regardez, par exemple, le métro de Sao Paulo, hein, je prends cet exemple-là, qui fait au total 2,3 milliards d'euros. Il y a plus de la moitié de son financement qui est apporté sous forme de subventions venant de l'État de Sao Paulo.
d'une part. Voilà. Puis ensuite, il y a un financement, je dirais, public BNDES qui est en train d'être monté pour la première fois sans recours, enfin un recours limité, donc en financement de projet pour assurer, je dirais, la viabilité du projet. Et puis ensuite, vous avez un mécanisme en fait de rémunération du concessionnaire bon, qui est basé sur effectivement des KPI et qui vise à prendre un petit peu de risque de trafic, mais finalement dans une fourchette relativement limitée. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme de compensation qui est mis en place tous les trimestres en fonction de je dirais, de la prévision de trafic constaté et savoir si cette prévision de trafic constaté, elle se situe dans la fourchette des études qui ont été faites voilà, en amont ou si elle va en dessous. Alors, si on est au-dessus, on redonne une partie, je dirais, du bénéfice au concédant. Si on descend en dessous d'un certain niveau, il y a une renégociation et on prend, je dirais, un risque limité. La réalité sur ce projet-là aussi, c'est que ce n'est pas la première ligne qui est mise en place. Il y a tout un mécanisme, en fait, je dirais, de mutualisation au niveau du ticketing qui est fait au niveau de l'État de Sao Paulo entre l'ensemble des transports urbains. Et puis une affectation des revenus ensuite aux différentes lignes qui sont concédées. Voilà, et on est je dirais, dans la cascade, pas la première ligne, parce qu'il y a une ligne qui est déjà exploitée avant nous, qui est la ligne 4 de mémoire, mais on est en seconde. Donc, le fait qu'on soit dans un objet où, effectivement, il y a une répartition des risques qui s'est opérée au départ. Il y a une partie de l'infrastructure qui est une infrastructure qui a une durée de vie extrêmement longue. Quand on parle de creuser des tunnels, enfin un métro, voilà, ça a une durée de vie quand même bien au-delà de notre investissement à nous et qui sera renouvelé, réhabilité. On compte bien sur le fait que ces infrastructures-là vont être portés par la puissance publique sur une durée extrêmement longue parce qu'ils n'ont pas le même horizon de temps que nous sur la construction d'une ville voilà, dans son développement complet. Donc, c'est un vrai sujet. Dans d'autres cas, on a en Afrique essayé de monter ces sujets. Alors ça, c'est bien compris. Il y a des mécanismes en Amérique latine qui sont mis en œuvre et qui permettent voilà, de financer ce type de contribution publique dans la durée. Je dois dire que sur le continent africain, on a beaucoup, je dirais, d'éducation, de formation à faire sur ce sujet-là pour permettre de collecter l'impôt, les taxes et d'avoir une compréhension sur les bénéfices tirés d'une contribution financière pour financer en partie un actif versus, enfin, sur un mode délégué versus sur une maîtrise d'ouvrage public, d'ailleurs sans forcément de dialogue compétitif. Nous, on a été malheureusement le perdant d'une attribution d'une concession sur un contournement autoroutier au Ghana, où finalement l'État a choisi d'attribuer le marché sur une base plutôt d'exécution de marché public et de financer la totalité de l'investissement sur ces fonds plutôt que de gérer à travers une compensation financière, ce qu'on appelle une VGF, la prise en charge d'une partie de l'investissement. Voilà, il y avait des considérations de calendrier électoral, de rapidité de mise en œuvre aussi. Et malheureusement, ça se passe comme ça. Donc, c'est difficile, voilà, c'est difficile à mettre en œuvre, mais ce sont toujours des sujets qui sont compliqués parce que la réalité, c'est de savoir quel est le bénéfice tiré d'une mise en concurrence, d'une délégation à un tiers avec une subvention
versus la réalisation sur la base d'un marché de conception-réalisation simple avec un constructeur. Et je dirais le chemin est encore long pour démontrer le bienfait de ces sujets-là. Moi, j'insiste aussi beaucoup sur la nécessité dans ce domaine-là, non seulement de former les contreparties avec lesquelles on discute, de leur donner les moyens aussi de financer ces études et d'être accompagnés dans la durée, dans ces dialogues, dans ces procédures, mais également de pouvoir donner le change dans cette dimension au dialogue compétitif, ce qui est quand même pas la panacée dans les pays émergents et y compris sur l'Amérique latine. Hein. Enfin, sur quelques gros marchés. Enfin, moi, je regrette énormément que sur le métro de Bogota, on attribue un projet de plus de 4 milliards de dollars sans qu'il y ait une évaluation technique qui ait été faite au préalable du projet. Ça me pose fondamentalement une vraie question, en fait. Eh bien, en disant ça, vous répondez quand même en creux à la question qui a été posée tout à l'heure. Merci Marie-Laure. Il y a une question qui a été posée au début de notre session. Je vais la lire, je la trouve particulièrement intéressante. Elle revient aussi un petit peu sur la gouvernance par François Brel, je crois. La sectorisation des politiques publiques est de plus en plus contestée. C'est ce que citait Federico Bonaglia avec l'interdépendance des villes-campagnes, qui a été souligné tout à l'heure. Et donc la question est, pour autant, les administrations, qu'elles soient nationales ou locales, restent fortement cloisonnées par secteur. Est-ce qu'il ne faudrait pas tenter d'inventer de nouveaux modes de gouvernance intégrés et donner une priorité aux projets de territoire caractérisés par la solidarité, notamment entre urbain et rural? Bon, voilà, la question est un peu longue, mais elle mérite d'être posée, elle est très claire. Qui est-ce qui veut répondre à cette question? Guillaume? Juste quelques mots, après je laisserai la parole à Federico qui a forcément des choses à dire sur la question urbaine rurale notamment. Alors oui, il y a une sectorisation en silo, c'est parfois effrayant. Alors c'est parfois pas trop pire, et puis il y a des pays, je pense par exemple au Nigeria, où tout est siloté avec des agences. Vous avez l'agence des plaques d'immatriculation, l'agence du rural, l'agence du foncier, l'agence du cadastre, l'agence voilà. Et personne ne se parle. Donc effectivement, ça, c'est un vrai sujet. Je ne pense pas qu'on ait de solution parce qu'on ne pourra pas avoir un seul département qui s'occupe de tout dans une ville ou sur un territoire, hein, qu'il soit urbain ou rural. Il y a un moment où il va falloir découper. Et en fait, partout, on passe son temps à redécouper, à remettre, à rechanger, etc., pour arriver à quelque chose d'optimal. Là où je rejoins tout à fait ce qui est dit, c'est que ce qui doit faire la synthèse, c'est pas tellement l'organisation de l'administration, c'est ce projet de territoire. Effectivement, c'est une démarche qui ne fait pas seulement la synthèse sectorielle, qui doit faire aussi la synthèse, c'est-à-dire institutionnelle, les différents acteurs, une démarche concertée, voilà. Et c'est là-dessus qu'on doit poser tous nos expertises, nos envies, nos secteurs, parce qu'on représente tous aussi des forces, des besoins, des envies différentes. Et c'est le politique, donc la gouvernance politique, disons le maire ou la mairie, ou je ne sais pas, le district, la province, qui doit ensuite on a un problème pour élaborer ces projets, ça prend du temps, c'est consommateur d'argent et on l'a pas toujours, et c'est que du fonctionnement, c'est des petites dépenses, aller le chercher c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de financeurs. Et deuxièmement, comment on le met en œuvre? Je suis bien placé pour savoir, hélas, que j'ai souvent fait des études qui n'ont pas été mises en œuvre, parce qu'on sait ce qu'il faut faire, qui est souvent pas très compliqué, mais on n'a pas les moyens de mettre en œuvre, et notamment de mettre en œuvre ces questions de gouvernance, parce que là encore, c'est pas du projet, c'est pas de l'investissement, c'est même pas cher, donc ça intéresse pas grand monde. C'est pas cher, c'est compliqué et ça prend beaucoup de temps. C'est exactement l'inverse de ce qu'on peut rechercher quand on est un investisseur. Essayer d'être efficace, rentable, rapide et plutôt gros. Voilà. Federico. Oui, si je peux rajouter, je trouve que ça, c'est une question fondamentale. Nous avons un collègue qui souvent dit les gens n'habitent pas dans des secteurs, ils habitent dans des territoires, dans des lieux. Et malheureusement, les politiques publiques, pour une question d'architecture, sont conçues plutôt avec une approche secteur qu'une approche lieu aux personnes. Et je pense que
On l'a dit souvent, mais je pense que c'est important de continuer à le dire parce que, évidemment, les changements ne passent pas. Ceci dit, il ne faut pas tomber dans l'idée qu'il y a un modèle qui va fonctionner partout. Il y a des chercheurs américains qui ont parlé d'un phénomène qui, alors je ne sais pas comment le dire en français, mais c'est isomorphic mimicry. C'est en pensant que c'est un peu la théorie du cargo en anthropologie. C'est qu'en pensant de se donner la forme qu'on a vue ailleurs, on va avoir les mêmes qualités. Alors, construire une administration publique, une décentralisation qui reprend exactement la forme de je ne sais pas, celle française plutôt que celle allemande ou, bon, je ne parle pas de celle italienne, à côté, amènerait des résultats. Non, je pense que ça, ce n'est pas la bonne solution. Je pense qu'il faut se focaliser sur des principes qui sont quels sont les leviers pour désectorialiser et comment on peut donner de la représentativité aux gens qui habitent dans les territoires. Et je pense que là, il y a des exemples qui existent, qui nous parlent, qui vont au-delà des structures administratives. J'ai un exemple qui nous racontait récemment quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le sujet, Paola Caballero, qui travaille maintenant dans une ONG qui s'appelle RARE, et qui nous parlait de comment en Amérique centrale, ils ont réussi à faire travailler ensemble des maires dans des zones côtières qui étaient entre guillemets en compétition, parce que c'était pour pêcher, c'était des zones où il y avait de la pêche illégale, et chacun voyait l'autre en compétition. Et ils ont réussi à faire un travail de fond sur les biens communs qui les a amenés finalement à réaliser que s'ils travaillaient ensemble et protégeaient l'environnement, ils allaient gagner tous et toutes. Et ça, c'est un travail de fond sur les normes et sur la façon dont on voit les biens publics qui on ignore. Ce n'est pas dans des cases, il faut faire une décentralisation à la française, à l'Allemagne ou à l'italienne. Ça, c'était un exemple. L'autre chose que je voulais dire, c'est que la question de ressources fiscales reste fondamentale. Quand vous regardez les faibles ressources de villes, des autorités locales dans les pays en développement, c'est accablant. Et ça, c'est une réforme du foncier, c'est une réforme de la taxation, mais c'est aussi un changement dans la structure des transferts entre les centres et les territoires. Voilà. Merci Federico. J'ai une question que je voudrais poser à Marie-Laure. Il y a une espèce d'effet mode quand même sur ces villes. L'une des questions posées par Maïwen Payne tout à l'heure était la suivante. Est-ce que vous pourriez approfondir le sujet des villes dites marketing? En fait, ces espèces donc de grandes villes nouvelles conçues de manière différente et indépendante de la concentration urbaine d'origine. Quelle est la vision de l'investisseur par rapport à ces villes, non seulement de l'investisseur, mais aussi de votre regard de citoyen? Alors, nous, en fait, dans la définition de la ville durable, et parce qu'effectivement, on a été confronté à ces nouvelles villes et à ces nouveaux quartiers, en fait, qui sont véritablement des villes en soi. En fait, on s'est positionné comme ne faisant pas partie de nos champs d'intervention en amont parce que on n'est pas des aménageurs. C'est d'abord, avant tout, un métier au départ de promoteur, d'aménageur. C'est pas notre savoir-faire en tant que tel. Et parfois, effectivement, la difficulté, c'est que c'est développé sans forcément prendre en compte tous les paramètres, je dirais, de résilience et de changement au climat ou d'ODD comme nous, on les entend aujourd'hui. Donc, notamment en ayant des quartiers qui sont gagnés sur la mer, mais pas forcément en mettant en place, je dirais, des pare-feux qui soient, je dirais, corrects. Voilà, donc nous, sur ces sujets-là, en fait, l'aménagement de la ville, elle est souvent faite par des acteurs qui sont quand même locaux, qui ont une connaissance du terrain local, auprès des collectivités. Et on ne se sent pas, nous, à l'aise dans ce domaine-là, très, très franchement.
c'est pour ça qu'on s'inscrit plus dans des sujets qui sont d'abord de taille beaucoup plus raisonnable, plus petite, qui permettent d'aménager la ville, mais voilà, une fois, je dirais, les terrains acquis et potentiellement comment dire, viabilisés, on pourra le faire sur, parce que j'ai oublié de l'évoquer, mais voilà, sur des zones de logistique qui se situent dans la dimension de la chaîne de valeur de transport, voilà, au plus près de la ville, pour à la fois stocker, conditionner, distribuer, maintenir dans des zones de froid et desservir une clientèle finale de proximité. Et là, on peut jouer, mais dans un système, je dirais, circonscrit, un rôle d'aménageur d'une friche ou d'une surface avec tout ce qui va avec, pour en assurer la durabilité à la fois sur l'acheminement de l'électricité, la circulation, la sécurité, les normes associées aux bâtiments en fonction de leur usage, et puis tout ce qui est traitement des eaux, des effluents et autres. Mais voilà, on ne se sent pas, je dirais, la capacité et non plus, on n'a pas les compétences pour jouer ce rôle de développement de ville. Et la difficulté, c'est de trouver des acteurs qui soient capables d'accompagner cette démarche. Pas évident. Merci Marie-Laure. Alors j'ai une question très brève, un peu anonyme parce que je n'ai qu'un début de prénom en fait sur la personne qui pose cette question. Je pense qu'elle est tous trois, vous pouvez y répondre. Quelle est la place en fait de la société civile et des communautés dans ce débat aujourd'hui sur les villes durables et la notion d'utopie qu'elle entraîne? Qu'est-ce qui veut s'emparer de la réponse, une première réponse? Juste, oui, quelques mots rapidement, ça rejoint ce qu'on disait sur le projet de territoire ou pas de territoire ou le projet de société. Il faut associer la société civile. Maintenant, moi, je ne sais pas ce que c'est, j'ai jamais rencontré la société civile. Ça n'existe pas, c'est une idée qu'il faut chercher. C'est un peu comme la ville intelligente, on n'y parviendra jamais. La société civile. C'est rafraîchissant de vous entendre, mon cher Guillaume. La société civile. Il faut quand même à remettre en cause ce qui est un langage devenu très commun et d'une sémantique habituelle, qui moi-même d'ailleurs m'agace beaucoup. Et donc, je suis très heureux de ne pas être le seul. Je vois qu'il y a une petite irritation tranquille. Non, mais peut-être simplement une approche assez pragmatique. La société civile, c'est des représentants de la société civile, ce qui est tout à fait différent. On peut monter un projet dans un quartier, 1000 habitants, je pense qu'on peut arriver à rencontrer physiquement les 1000 habitants et à les mettre dans une salle et avoir ces 1000 habitants. Et même là, on aura forcément des gens qui auront le courage, l'envie, le besoin de prendre la parole et d'autres pas. Donc finalement, la parole, elle n'est pas égale. Et les enjeux ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et chacun va, et c'est parfaitement légitime, faire du lobby. La société civile, c'est les syndicats, c'est les associations professionnelles, sont les ONG, les associations de jeunes, de femmes, de vieux, de tout ce qu'on veut. C'est les gens qui sont du système scolaire, c'est plein de choses, cette société civile. Mais c'est pas parce qu'on invite la société civile à la table, d'abord qu'on lui donne vraiment la parole, qu'on prend en compte ce qu'elle dit, et que par ailleurs, qu'elle-même sache exactement sur quel élément elle doit donner un avis. Moi, je prends un exemple très simple. Quand on travaille sur les inondations, là, je suis en train de travailler au Liberia, à Monrovia, qui est quasiment inondé. La moitié de la ville est inondable et pas qu'un peu, vraiment. Il y a deux sujets. Il y a qu'est-ce qu'on fait pour faire du drainage, et ça, la société civile peut être associée, mais finalement, l'eau, ça coule dans un sens particulier, et il faut mettre des drains, il faut voir comment est-ce qu'on peut gérer cette question du drainage. En revanche, comment est-ce qu'on aménage les quartiers, comment on urbanise la ville, et comment on fait en sorte que les gens vivent avec l'eau, parce qu'on ne va pas enlever l'eau et on ne va pas enlever les gens. Ça, c'est intéressant d'avoir ce qu'on appelle la société civile et les communautés, c'est-à-dire les quartiers, dire OK, est-ce qu'on promeut du pilotis, pas du pilotis, une densité plus ou moins forte, etc.
je pense qu'il faut aussi qu'on donne les clés et un peu les règles du jeu à cette société civile pour pas lui faire croire que c'est elle qui est en train de créer ce projet de territoire. Elle en est une des composantes, et d'ailleurs, elle n'est pas une composante, elle est multicomposante elle-même. Voilà. Merci. Un petit mot peut-être, Federico, sur cette question d'association de la société civile et des communautés. Je n'ai pas beaucoup à rajouter, ou pas beaucoup plus intelligent à rajouter. Et je pense que peut-être une question qui se pose plus large. Si vous regardez les sondages d'opinion, il y a Latino Baromètre, Afrobaromètre, Gallup, il y en a plein, qui montrent une croissante non-satisfaction, intolérance vers l'action publique, manque de confiance dans l'action publique. Et je pense que ça, c'est un problème qui a été exaspéré sûrement par la crise, qui a été exaspéré par un certain modèle de développement, mais qui doit nous interroger aujourd'hui. Maintenant qu'on dit, c'est à la mode de dire qu'il faut reconstruire meilleur, building back better. Il faut ne pas gaspiller la crise pour développer mieux nos villes, nos sociétés, etc. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça peut être très simplement un retour au status quo. Et je pense que la question de la confiance des citoyens à l'action publique est centrale. Explique beaucoup de la montée des populismes. Ce n'est pas uniquement des gens qui ont des idées très extrêmes, souvent c'est le cas, mais c'est aussi des gens qui se sentent en marge du processus de développement. Si vous pensez à la transformation énergétique, par exemple, c'est souvent quelque chose qui a une dimension très différente quand vous habitez dans une grande ville et quand vous habitez à la campagne. On l'a vu en France avec les Gilets jaunes, par exemple, et même dans d'autres endroits. Et je pense que là, il faut comprendre, il faut aller à l'écoute. Et peut-être les villes et les corps intermédiaires, qui malheureusement ont été détruits dans beaucoup de pays, soit les partis politiques, soit les syndicats, soit les associations de quartier, peuvent jouer ce rôle d'intermédiation. Mais je suis tout à fait d'accord avec Guillaume. Il faut quand même après avoir une vision qui soit d'ensemble. Chaque quartier ne peut pas amener décider de la structure de la ville. Mais je pense que ça, c'est une question plus profonde. Ce n'est pas uniquement sur l'avenir de la ville, c'est vraiment sur l'avenir de notre contrat social et comment nous allons à l'écoute des citoyens. Merci. Alors, j'ai une question de Yolini André sur l'importance avant tout de l'utilisation des technologies, plutôt d'ailleurs que les technologies elles-mêmes, c'est leur utilisation. Comment est-ce qu'on peut essayer d'éviter une dérive qui soit totalitaire de ces outils intelligents, qui petit à petit amène à une forme de surveillance de masse, surtout quand la ville intelligente finit par devenir comme un espèce d'outil étatique de contrôle. Il y a certaines villes en Chine où c'est déjà le cas, bien évidemment. Comment est-ce qu'on arrive à harmoniser ça avec une forme de contrat social ? Alors, hélas, moi je pense qu'il n'y a pas de moyen technique de l'arrêter. Enfin, à partir du moment où il y a des caméras dans une ville, si celui qui est derrière la caméra a envie de suivre tout le monde, ça va être compliqué. Donc la réponse, elle est politique, elle est effectivement dans le contrat social, c'est-à-dire dans l'engagement de la part des gens qui nous gouvernent ou des gens que nous gouvernons. Peut-être que parmi nous, il y a des gens qui sont en responsabilité d'avoir de la vidéosurveillance. Cette vidéosurveillance, elle est là pour assurer la sécurité, elle n'est pas là pour vous fliquer. Là, on est sur la confiance. Hein. Je ne sais absolument pas, on n'a pas beaucoup de moyens de savoir. C'est là où quand même la gouvernance globale, ça veut dire notamment les contre-pouvoirs des organes extérieurs, d'audit, de contrôle, etc., joue un rôle qui est décisif. Mais hélas, je pense qu'on n'a pas de moyens techniques de brider les technologies. Une fois qu'elles sont parties, elles sont parties. Merci, merci Guillaume. Je vais revenir sur cette question de ville intelligente et d'exemples concrets. Est-ce que vous auriez, enfin comment vous, chacun d'entre vous, et j'aimerais que vous puissiez me l'illustrer, si vous avez identifié ce que vous qualifiez comme étant des villes à la fois durables et intelligentes autour de vous et au travers des expériences qui sont les vôtres dans les différents secteurs d'activité dans lesquels vous exercez.
Federico, dites-nous. Moi, je vais copier, je vais citer ce que Guillaume a dit au début. Les villes intelligentes, c'est des villes qui répondent de façon intelligente aux besoins de leurs citoyens. Je n'ai pas d'exemple particulier à citer quelle ville, mais je pense que si on part du principe que pour reconstruire la confiance des citoyens envers les décideurs publics, décideurs, il faut construire un modèle de dialogue et d'écoute et de gouvernance ouvert. Je pense que ça, c'est sûrement un aspect important de la ville intelligente, au-delà de l'utilisation de intelligence artificielle plutôt que d'autres instruments technologiques. C'est vraiment développer un nouveau logiciel d'interaction entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Ça, pour moi, est la ville intelligente. Oui, on peut prendre un exemple alors, qui est assez connu, mais on peut quand même le prendre, c'est Medellín en Colombie. Pour moi, il y a une double intelligence. D'abord, tout est basé sur la question du contrat social et politique, finalement. C'est juste une autre manière de concevoir le rapport entre la population. Le slogan, je suis nul en espagnol, mais c'était le meilleur pour les pauvres, ce qui était exactement l'inverse de ce qu'était Medellín avant. Et deuxièmement, c'est la réutilisation de la technologie. Les cable cars, ça existe dans les stations de ski ou ailleurs depuis longtemps. On s'en est servi pour desservir des bidonvilles. Les escalators, il y en a dans tous les centres commerciaux dans le monde. On s'en est servi pour se dire, tiens, ça peut permettre de faciliter la vie des gens. C'est aussi donc tous ces éléments finalement de technologie, alors qu'ils sont pas on n'est pas sur la voiture autonome ou les taxis volants, hein, mais c'est la capacité à réutiliser la technologie ou à utiliser la technologie avec une fin politique, fin FIN évidemment, politique et basée sur un contrat social. Malheureusement, ce que j'ai pas encore vu moi, mais en tout cas dans les pays dans lesquels je travaille, qui sont pas les pays les plus favorisés, on va dire, c'est que j'ai encore jamais vu de technologie qui a profondément changé la vie des gens. En tout cas, pas dans leur rapport au public. Au Kenya, si, vous avez le paiement, par exemple, par mobile, qui a profondément changé, notamment les questions de sécurité, on est moins agressé, etc. Enfin, ça change beaucoup de choses, les transferts, les appuis, les aides au sein des familles, etc. Mais on n'est pas dans la politique publique. Sur la ville, j'ai pas encore vu de technologie, mais peut-être que quelqu'un en a une, qui a bouleversé rapidement, structurellement, ce qu'est le fait d'être un citoyen qui habite dans une de ces villes et qui a bouleversé les services que lui rend la ville. À l'inverse, j'ai appris hier que Paris allait mettre des bancs connectés dans la ville. Je trouvais ça tout à fait fascinant. Est-ce que là, on n'est pas dans la ville marketing, celle qui est en haut à gauche? Parce que je ne sais pas très bien ce qu'on va apprendre, à part que le fait que les gens s'assoient sur des bancs. Et que, voilà, mais voilà, donc Paris va mettre des bancs connectés dans certains quartiers. Voilà. Moi, j'ai une question pour Marie-Laure sur les soutiens financiers aux gouvernements locaux. Est-ce que vous avez imaginé, dans cette communauté financière que vous représentez aujourd'hui à ce webinaire, est-ce que vous connaissez des mécanismes, des méthodes de soutien aux gouvernements locaux pour pouvoir réaliser, dans le cadre de ces villes, qu'elles soient d'ailleurs intermédiaires ou plus grandes, l'atteinte de ces objectifs de développement durable que vous avez évoqués tout à l'heure? Pardon, excusez-moi. À mon échelle, non. Enfin, avec le recul, j'ai peu de recul jusqu'à présent voilà, sur ces sujets-là. En revanche, ce que je peux dire, c'est que nous, quand on accompagne des projets qui modifient la ville, qui modifient l'urbanisation et qui donc je dirais, implique voilà, des compensations des personnes qui peuvent être déplacées, qui ont des effets sur la mesure des émissions, qui ont des impacts sur l'inclusion sociale et ces sujets-là. On est, nous, d'abord un fonds à impact qui ont signé les Operating Principles for Management de l'IFC. Et on s'attache fortement, même s'il n'y a pas d'IFI ou d'institution publique
multilatérale à faire appliquer ces concepts et des plans d'action en fait, associés aux sociétés-projets dans lesquelles on investit. Alors, soit ça reste dans la sphère du société-projet, soit c'est délégué au constructeur ou à l'exploitant en fonction de la phase dans laquelle on interagit. Mais c'est effectivement un point qui, nous, est extrêmement important à mesurer. Et c'est d'autant plus important que le S dans la ville urbaine est significatif. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a été quand même plutôt sur des projets qui n'étaient pas forcément tous intégrés ou proches de la ville, donc sur lesquels on s'intéressait plus quand même beaucoup plus au E qu'au S. Mais finalement, aujourd'hui, même dans tous ces grands projets, la dimension totalement sociale, inclusion, sécurité, santé associée à l'ensemble de l'exécution de ces projets et aux impacts, enfin, tout ce que drainent en fait ces objets en termes de capitaux et finalement de développement économique. C'est extrêmement important de pouvoir les gérer dans la durée, de pouvoir les suivre et les appréhender. Ce qui n'est pas forcément aujourd'hui la force, je dirais, de toute l'approche ESG sur ces objets. Donc, on essaye, en tous les cas, nous, dans nos objectifs aujourd'hui, c'est véritablement de mettre l'accent sur tout ce qui est social, tout ce qui est santé, sécurité, voilà, au travail et autour des projets, tout ce qui est inclusion aussi, pour faire en sorte que voilà, la démarche soit accompagnée dans la durée et que la société et les parties prenantes soient pleinement inclus dans ces projets et s'y retrouvent. Et ce n'est pas toujours simple non plus, parce qu'il faut beaucoup anticiper, je dirais, les réactions des populations qui sont tout à proximité, qui n'ont pas forcément les compétences pour les développer. Mais qui ont aussi besoin de s'y retrouver et d'être intégrés à des objets qui modifient, je dirais, fortement leur environnement immédiat. Donc voilà, enfin, nous, notre action, elle va être vraiment dans les prochaines années, je pense, beaucoup plus sur ce volet-là que sur le volet environnemental où finalement, il y a beaucoup d'acteurs qui le maîtrisent. Il y a beaucoup de consultants qui nous accompagnent, qui les maîtrisent parfaitement. En revanche, c'est beaucoup plus subtil et un peu plus immatériel sur le volet social, en fait. Ah, on ne t'entend pas. Pardon. Il y a toute une série de questions qui arrivent un peu en fin de session, mais je vais essayer d'aller vite. Je vous demande simplement d'avoir des réponses assez concises pour qu'on puisse rester dans notre timing. Valérie Levkov, que je cite ici, la ville durable est aussi la ville non surpeuplée. Comme cela a été signalé, cela se passe donc par la fixation des populations rurales dans leur territoire et donc rendre les villages et les petites villes, les villes intermédiaires citées par Federico tout à l'heure, plus durables. L'accès à l'Internet et à l'électricité, sans parler de l'accès à l'eau dans ces villes et ces villages, est donc essentiel. On voit même dans des pays très riches que cette problématique existe. Alors, a fortiori, dans les pays en développement, ça devrait être en haut de l'agenda. Mais le financement reste le frein majeur. La question est donc, comment est-ce qu'on peut mobiliser l'argent sur ces enjeux-là et sur cet enjeu particulier mondial? Federico. Moi, je n'ai pas d'argent à mobiliser en tant qu'OCDE parce que nous ne sommes pas une institution financière. Du coup, je fais confiance à Marie-Laure pour qu'elle puisse mobiliser les fonds publics et privés. Mais il y a sûrement des contraintes assez récurrentes. Et les secteurs infrastructurels exemplifient très bien. Il y a au moins 3 contraintes qu'il faut supérer. La première, c'est la question du risque. Il y a une perception que les risques à investir dans certains pays, et a fortiori dans des villes qui sont moins connues, est très fort. C'est une perception d'une réalité ou uniquement une perception, mais c'est quelque chose qui freine l'investissement et la mobilisation de ressources. Et là,
pour résoudre ces problèmes, il y a des instruments de mitigation du risque, de réduction du risque, qui ne sont pas très utilisés. Il faut se poser la question de pourquoi ces instruments ne sont pas utilisés. Deuxièmement, il y a une question de capacité de monter des projets qui soient bancables, qui soient facilement qui puissent être financés rapidement par les intermédiaires, les acteurs financiers. Et là aussi, il y a une question de capacité à construire du côté des acteurs de la ville, je dirais, mais aussi du côté des investisseurs. Parce que souvent, les investisseurs, je reviens à l'exemple de celui qui cherche des clés là où il y a la lumière, trouvent très, très coûteux et pas assez rentable d'aller s'impliquer dans ce type de questions. Et je pense que là, la redéfinition des objectifs de qu'est-ce qu'est les retours sur l'investissement, toute la question de ESG, l'investissement de durabilité, peut être utile à réorienter la finance vers ce type de questions. Et il y a une troisième question que je pense est un peu sous-estimée, qui est la question de la clarté de où est-ce qu'on veut investir. C'est paradoxal, on est dans une situation où on a une crise dans laquelle la liquidité n'est pas forcément le problème, bon, sauf pour certains pays, mais les investisseurs, même si la question du risque était résolue, et même si la question de capacité était là, souvent on n'a pas une clarté de où est-ce que les villes veulent mettre leurs priorités. Et je pense que là, c'est une question d'avoir des stratégies nationales et subventionnelles d'investissement qui soient compatibles avec les engagements de l'accord de Paris, ou en tous les cas faire face au changement climatique, et qui essayent de regrouper les courts et les longs termes. Les longs termes commencent tout de suite, commencent là. Et je pense que ce type de conversation sur on doit construire des infrastructures et après on s'aperçoit qu'elles ne sont pas résilientes ou sont facilement détruites par l'aléa climatique, est un gros souci. Et là, c'est la responsabilité aussi des gouvernements centraux et locaux de mettre ces longs termes et courts termes et donner une liste de priorités où ils veulent mettre les ressources publiques aussi. Oui, juste quelques mots là-dessus. D'abord, je ne suis pas sûr que la densité et la taille, le surpeuplement soit un problème. Vous avez des villes de 30 millions d'habitants ou de 15 millions d'habitants qui sont bien plus agréables que certaines villes de 10 000 dans certains pays. Donc, je pense que la question n'est ni la densité ni la taille. C'est s'adapter. Enfin, on peut être heureux partout et on peut avoir une ville agréable partout. Sur les financements, aujourd'hui, il n'y en a pas. Il faut être très clair. Il n'y a pas de financement pour les villes, les petites villes. Il n'y en a pas non plus d'ailleurs pour les grandes. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de crédit. Parce qu'aucune banque aujourd'hui ne prêterait à Mopti, à Addis Abeba en direct ou à Majinga à Madagascar. Or, on le fait pour Cholet, Turin ou Boston, donc c'est une pratique tout à fait courante. Pourquoi ? Parce que ces villes n'ont aucune capacité de remboursement. Donc, personne ne serait assez fou pour aller miser sa retraite ou ses économies pour un prêt à 35 ans pour la ville de Mopti. Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire, évidemment. Et là, il n'y a que trois solutions. Soit on fait en sorte que ces villes puissent s'autofinancer. On revient sur la question fiscale et du cadastre, mais ça va demander un peu de moyens et du temps. Soit on transforme tout ça en subvention. Aujourd'hui, je pense que personne n'a les moyens d'aller tout mettre en subvention. Ou alors, on crée des mécanismes de garantie. Les trois cas, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Mais c'est un vrai problème. Et alors, pour moi, c'est le seul problème. C'est uniquement une question de financement. Après, effectivement, comme le disait Federico, il y a des questions de stratégie, on en a parlé, des questions de gouvernance, des questions de quel modèle politique on veut, mais ça ne nous regarde pas à la limite. Là, on te perd un petit peu, mon cher Guillaume. Vous avez entendu le début ou pas? Ou rien du tout? Bon, très bien. Écoutez, il est déjà 16h14, il nous reste théoriquement 1 minute. Je ne résiste pas pour autant à vous citer cette dernière question, qui sera la dernière à laquelle je vous demanderai d'apporter des réponses concises, de Mawen Pen, qui cite la chose suivante. Comment est-ce que vous appréhendez l'apparent oxymore dans l'expression développement durable? Le développement tend vers l'infini, tandis que la durabilité est, elle, liée aux ressources. Et donc, évidemment, elle ne peut être que limitée. Le développement tendrait-il à repenser, développement notamment des villes, tendrait-il à repenser et à améliorer plutôt une urbanisation qui est une urbanisation existante, plutôt que de systématiquement vouloir grandir?
Qui est-ce qui souhaite répondre à ça? Très rapidement, c'est la population qui croît, c'est pas les villes. Il s'avère que les gens vont en ville. Donc, je pense qu'il n'y a pas de choix. Je pense que la plupart des maires dans les villes dans lesquelles je travaille seraient ravis de ne pas avoir de croissance de leur ville. C'est une calamité, la croissance urbaine. Voilà. Après, je suis tout à fait d'accord. Essayons d'exploiter ce qui existe. N'essayons pas forcément d'aller chercher ailleurs. Mais il y a un vrai sujet, c'est qu'à 3%, 4% de croissance par an, c'est un doublement tous les 15 ans. Ce qui est un doublement, c'est une pression tout à fait insupportable. Ce qui explique aussi le fait qu'on ait vraiment du mal à gérer ces villes aujourd'hui. Merci. Alors, le mot de la fin, Marie-Laure. Non, moi, je voulais remercier pour cet échange, je dirais, qui permet de confronter des points de vue, je dirais, très, très différents parmi les panélistes et qui, quand même, moi, me conforte dans l'idée qu'on doit, nous, en tant qu'investisseurs, pouvoir avoir une action sur ce domaine-là, qu'il faut trouver sa voie, qu'on ne pourra pas tout faire. Mais en tous les cas, voilà, qu'il y a une participation effective au développement de la ville voilà, à mener. Et j'espère que les premiers pas qu'on a fait, y compris récemment l'année dernière, vont nous conduire à en faire d'autres voilà, plus significatifs voilà, dans les domaines que j'ai cités. Transport urbain, traitement des eaux et waste to energy, principalement énergie distribuée également, et puis la fibre dans laquelle on est également présent, voilà, à notre échelle aussi, et à l'échelle aussi des villes qui y contribuent. Merci Marie-Laure. Federico, un petit mot pour terminer. Oui, non, moi aussi pour remercier, j'ai beaucoup appris des autres panélistes et des questions qui ont été posées. Et je vous invite, si vous êtes intéressé, à regarder peut-être, nous avons des études qui se focalisent sur la question, notamment sur l'Afrique. Je serais ravi de le partager via Patrick, via les ressources. Et je pense que si je peux, un mot pour la fin, c'est il faut mettre la question de petites et moyennes villes plus au centre du débat et inclure le débat international. Ça, nous sommes en train d'en discuter avec la présidence italienne du G20 qui va mettre ça au cœur de ces réflexions dans les groupes de travail sur le développement. Et nous espérons qu'à la fin de l'année, il y aura une initiative du G20 qui pourra élever un peu les niveaux d'attention et de débat et permettre aussi que les financements puissent suivre. Merci Federico, et je me permets de renforcer ça vis-à-vis de l'ensemble des participants. L'OCDE n'est pas assez connu, ne se met pas assez en avant. Et la base documentaire, la base d'analyse qui est faite et des rapports qui sortent sont extrêmement pertinents. Et je vous encourage vraiment à aller sur le site de l'OCDE. Vous allez y trouver énormément d'informations et de bases de réflexion. Guillaume, un dernier mot pour toi. Si quelqu'un a déjà vu une ville intelligente, qu'il me le dise, parce que je la cherche, on la cherche tous. Non, mais c'est un beau projet à mettre l'intelligence au cœur des politiques de développement. Je ne suis pas sûr qu'on soit tous toujours à la hauteur, mais c'est pas grave, il faut avoir des ambitions un peu hautes. Voilà. Il faut se fixer des ambitions quand même. Allons. Merci à tous. Je vous invite à notre prochain webinaire. J'en profite, il aura lieu le 26 février, avec comme thème la santé environnementale et la bioéconomie. La question, c'est savoir si on évolue vers un environnement sain. Et donc, nous aurons un certain nombre de panélistes intéressants. Encore une fois, Marie-Laure, Federico, Guillaume, un grand merci à vous et je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à aller sur, bien sûr, le site de ressources où vous trouverez beaucoup d'informations et d'animations vidéo, de réponses à différentes questions. Bon après-midi et à bientôt. Au revoir.